Bienvenue sur Serendipity, le podcast qui parle de désir d'enfant et qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Je suis Mélanie, naturopathe spécialisée en fertilité et j'accompagne les femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant à reprendre les rênes de leur fertilité afin d'augmenter leurs chances de concevoir. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, remettre de la conscience dans nos vies et renaître. Je vous donne rendez-vous le 1er et le 15 de chaque mois pour découvrir le parcours de femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères, mais aussi des interviews de professionnels inspirants qui partagent leur approche de la fertilité et leurs méthodes pour vous accompagner sur ce chemin. Lorsqu'Elsa et son compagnon décident de se lancer dans l'aventure de la parentalité, rien ne les prépare à ce qu'ils vont vivre. Leur histoire commence avec une grossesse arrivée trop tôt et un avortement choisi et assumé. Mais lorsqu'ils se lancent dans les essais bébés 1 an plus tard, Elsa apprend que sa trompe et son ovaire droit sont atrophiés et ne fonctionnent plus, et que son AMH est très basse. Et pourtant elle tombe de nouveau enceinte, mais fait une fausse couche juste avant d'entamer le protocole PMA. C'est la goutte d'eau pour Elsa, qui a l'impression que le sort s'acharne. C'est à partir de ce moment qu'un fossé se creuse entre elle et son compagnon. Elsa se noie dans la culpabilité, elle porte le poids de son avortement, de son infertilité, de la fausse couche, de sa tristesse. Et tandis qu'Elsa s'effondre et s'enfonce petit à petit, lui cherche à tout prix à s'accrocher et à rester positif. Quand elle aurait eu besoin qu'il accueille sa peine et sa détresse, il semble plutôt la renier et minimiser la situation dans un élan d'autoprotection légitime. Leurs chemins finissent par se séparer tant leur façon d'aborder cette épreuve est différente. 4 mois après leur séparation, Elsa nous raconte son parcours sans aucune rancœur et avec un recul admirable. Malgré les difficultés, elle a su n'en garder que le positif. Aujourd'hui, elle a compris qu'elle pouvait être heureuse sans être mère et elle a appris à placer son bien-être en priorité. Je vous laisse découvrir cette magnifique leçon de vie. Bonjour Elsa, je suis ravie de te recevoir dans le podcast, j'espère que tu vas bien. Bonjour Mélanie, merci pour cette invitation, je vais bien, merci beaucoup, et toi ? Ça va très bien, merci. On va commencer, comme d'habitude, par, te présenter. Donc, voilà, quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et cetera. Alors moi je m'appelle Elsa, donc j'ai 33 ans, j'habite à côté de Paris à Levallois. Je travaille dans le design de mobilier. Moi c'est une véritable passion pour moi, donc c'est un travail que j'aime beaucoup et à côté j'ai monté ma boîte depuis le premier confinement où je crée des objets en béton. Donc Super! voilà, donc tout ça, ça m'occupe pas mal. Et je suis célibataire donc depuis 4 mois après un parcours de PMA, qui a été assez difficile, Mmh. et qui a fait un petit peu voler notre couple aussi en éclats donc voilà, je suis là pour parler de tout ça. Bah oui. Écoute, on va commencer par le commencement dans ces cas-là et Ouais. revenir, un peu en arrière. Donc, quand est-ce que tu as rencontré ton ex-compagnon, du coup? Alors c'était il y a 4 ans, je Mmh. venais d'emménager à Paris, le jour où je déménageais justement. J'ai fait mon emménagement et le soir même la crémaillère de mon meilleur ami et j'ai rencontré mon conjoint ce soir-là, qui est un de tes D'accord. collègues. Donc nous, on s'est rencontrés et j'ai écouté, récemment en plus le podcast avec, Sandy, je crois que c'est ton premier épisode Oui, de la saison 2 oui, tout à et fait. j'ai beaucoup rebondi à son histoire, quand je l'ai écouté parce qu'on a, à peu près le même parcours là-dessus. C'est-à-dire que, on s'est rencontrés et 2 mois après, je suis tombée enceinte. D'accord. Et également, on n'a pas voulu poursuivre la grossesse parce que je venais d'emménager, qu'on ne se connaissait pas vraiment. Au niveau financier, c'était pas du tout ça pour l'instant. Je venais d'acheter, enfin, un appartement avec une seule chambre, donc rien ne collait pour qu'on puisse poursuivre cette grossesse. Et on a arrêté effectivement la pilule ensemble quand on s'est décidé, environ 1 an et demi après. Donc étant tombée enceinte une première fois rapidement, je pensais que tout roulerait parfaitement Mmh. et puis ça n'a Forcément. pas été le cas du tout.
D'accord. Pour remonter un petit peu aussi, quand est-ce qu'est apparu ton désir d'enfant? Est-ce que tu avais un désir d'enfant avant même de rencontrer ton compagnon? Est-ce que ça a toujours été quelque chose que tu as envisagé pour ta vie ou c'est arrivé un petit peu plus tard? Alors moi, en fait, quand j'étais assez jeune, j'ai eu une opération, qui n'avait rien à voir avec, quelque chose de gynécologique, mais on m'a fait tout de même une cœlioscopie et on m'avait dit, je devais avoir, 15-16 ans, que j'avais sûrement un ovaire atrophié et je pense que ça a grandi en moi, dans ma tête, en me disant: «Ah attention», il m'avait dit, «Faites attention, peut-être qu'après 30 ans, vous aurez du mal à avoir un enfant». Et je sais pas, cette phrase, elle m'a un peu trotté dans la tête pendant de nombreuses années et je pense que je voulais pas forcément d'enfant par peur de me confronter à «et si c'était problématique?» Mmh et mh. et j'en voulais pas forcément pendant longtemps, même si je me disais: «Un jour, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un et fonder une famille», mais c'était pas quelque chose qui était vraiment ancré en moi. Avant de rencontrer, du coup, mon conjoint, je suis quand même allée voir un gynéco pour un peu, voir si tout ça était vrai, puisque c'était une opération que j'avais eue à 15 ans et le gynéco que j'avais vu à l'époque m'avait dit: «Non, non, pas de souci, moi je vois votre ovaire, tout va bien, vous en faites pas pour ça, tout va bien». Heu, OK. donc pour moi, j'étais assez rassurée. Je me suis dit: «Bon, bah, effectivement, voilà, le jour où j'en voudrais, je suis pas pressée par le temps, c'est je vais pas me précipiter dans une relation». Et Bien sûr. effectivement, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'avais 30 ans. Je suis tombée enceinte et je suis aussi tombée amoureuse et c'est là où j'ai eu envie de fonder une famille, vraiment avec lui, parce qu'il m'avait donné l'envie d'en avoir une. D'accord, OK. Et de son côté, en fait, il voulait aussi des enfants, depuis longtemps ou c'est parce que c'était votre histoire aussi qui l'a amené à vouloir des enfants? Non, lui, il voulait vraiment des enfants. Lui, il voulait vraiment une famille, c'est lui qui m'en a parlé en premier en me demandant si je voulais des enfants plus tard. Moi, j'étais absolument pas contre l'idée. Si je tombais amoureuse, c'était vraiment une idée de la famille que je voulais, avoir Mmh. un enfant avec, voilà, avec quelqu'un forcément avec qui on a une relation, puissante. Mais lui, il m'en a parlé très tôt. C'était vraiment un désir qu'il avait de vouloir faire un enfant et puis, en plus, quand je suis tombée enceinte la première fois, c'était une discussion qu'on a forcément eu lieu très tôt, même si là, c'était pas le moment. Finalement, on en a parlé assez vite, Mmh mh. de fonder une famille ensemble, donc on savait qu'à un moment donné, on essayerait de faire un enfant. OK. Et comment tu as vécu cette étape, du coup d'interruption de grossesse? Alors ça a été ah, bizarrement à la fois rassurant parce que je me suis dit: «Je peux tomber enceinte». Enfin, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, tout va bien finalement». Mmh. Mmh. Mais c'était dur, de passer le pas parce que j'avais quand même déjà 30 ans et que c'est plus dur forcément à cet âge-là de prendre une décision que j'imagine quand on est un peu plus jeune et qu'on a rien construit. J'avais quand même un métier stable, ouais, Ouais, c'est un peu plus dur. Après, c'est vrai que quand on connaît pas la personne, c'est aussi difficile. Je pense que je serais tombée enceinte quelques mois après, on l'aurait bien sûr. gardé, ça aurait été 6 mois après, je pense que oui. Là, 2 mois, c'était un petit peu tôt et c'est vrai que la décision s'est prise de toute façon des 2 côtés. On était quand même Mmh. pour ne pas poursuivre cette grossesse. Ouais. OK. Du coup, vous décidez, quelques années après, c'est Oui, ça? un peu plus d'1 an après. Oui, un peu plus d'1 an après, quasi 1 an et demi, d'arrêter la pilule. OK. Et du coup, bah, comment ça se passe? Alors en fait, les premiers mois, moi, quand j'ai arrêté la pilule, du coup, comme, je suis tombée très rapidement enceinte 1 an et demi avant, je me suis dit: «Bon, bah, ça va arriver assez vite». Donc les premiers mois, j'étais, limite stressée en me disant: «Bon, bah, c'est là, c'est ça y est, je vais devenir maman». Donc j'étais très optimiste au début, les 6 premiers mois, je dirais. Et après par contre, j'ai effectivement assez vite dérapé, dans me poser des questions parce que, j'ai commencé à avoir des règles qui étaient plus du tout, bien réglées. Donc du coup, je voyais qu'il y avait quand même un petit truc qui tournait pas rond. Ça a commencé vraiment à me prendre la tête, assez régulièrement, à partir de 6 mois, ouais, je dirais. D'accord, OK. À partir de 6 mois, le retour des règles chaque mois était quelque chose de difficile, quoi? Oui, oui, en plus, comme elles étaient pas du tout bien réglées, c'est vrai qu'en plus, ça me posait beaucoup de questions et je voulais pas tomber dans la paranoïa, donc j'essayais vraiment d'attendre les fameux 1 an, avant de faire les tests. Mais Ouais, tu t'étais déjà renseignée, tu savais qu'il fallait attendre 1 an?
Oui, 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 je savais qu'il fallait attendre 1 an et de toute façon, je voulais pas non plus, je voulais pas tomber trop dedans, donc je voulais pas non plus, moi, me précipiter en me disant, je voulais me laisser du temps en me disant: «Il faut vraiment attendre Ouais, 1 an», voilà, effectivement, ça sert à rien de courir tout de suite chez le gynéco, on a réussi il y a 1 an tranquillement à ce que ça marche au bout de 2 mois sans qu'on le veuille, donc ouais, là, ça peut quand même, marcher. ouais, d'accord. Et du coup, tu as attendu combien de temps avant d'aller consulter? Eh ben, 1 an. Ouais. 1 an pile poil, je suis allée voir, alors j'ai la chance d'avoir en fait une amie à moi, qui est une très bonne amie et qui travaille, chez un gynécologue spécialisé dans l'infertilité. Il est D'accord, basé à Paris, donc qui a pris mon dossier vraiment très à cœur aussi et donc j'ai fait des examens très rapidement, il n'y a pas eu beaucoup d'attente, j'ai su très, très rapidement au bout d'1 an, ce qui tournait du coup pas rond. d'accord, Donc on a fait la batterie d'examens classiques, les prises d'hormones, l'hystéro pour voir un peu l'état des ovaires, ouais, et il s'est avéré que j'avais vraiment un ovaire atrophié. d'accord. Ce que le gynécologue n'avait pas vu, quelques années avant, l'autre quand j'étais allée faire un checking, on va dire. Mmh, Mais parce qu'il n'avait pas poussé les examens évidemment. Là, l'hystéro a vraiment montré une trompe, complètement atrophiée et un ovaire complètement atrophié, donc celui-là ne fonctionne pas du tout. d'accord, Et donc l'autre, a une AMH extrêmement faible, je suis à 0,2, donc AMH c'est la réserve ovarienne, et donc qui est, très, très faible, parce que du coup le gynéco pense qu'il a pris le relais, puisque c'est du coup ouais. un problème de naissance en fait. Mmh. Donc j'ovule sûrement tous les mois, mais que d'un seul côté et donc forcément, ma réserve ovarienne à 33 ans commence à être très, très pauvre. D'accord, OK. Comment tu as vécu cette annonce? Ah, ça a été un choc. Ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'en plus, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Je suis allée sur internet, j'ai regardé, sur Google, je me suis renseignée. Ça m'a complètement, détruite sur le coup, Ouais, parce que je me suis dit: «En fait, ça va jamais marcher». Enfin, je voyais, quand je disais AMH à 0,2, je voyais, l'âge des ovaires, c'était 48 ans. J'étais là: «Mais mon Dieu, mais enfin, ça va plus jamais marcher» et puis du coup, je rebondis aussi sur l'histoire de Sandy quand on parle de culpabilité, d'avoir mmh, justement avorté 1 an avant et de se dire, voilà, enfin maintenant quand on en veut, ça marche pas, on se dit: «Quel tour nous fait la vie en fait? ouais, Pourquoi nous faire faire passer par des étapes pareilles alors que, 1 an avant, on a ouais, pris la décision de ne pas poursuivre» et c'est assez dur à encaisser, ouais. La culpabilité ouais. aussi, sur le moment est assez dure. Et dans votre couple, justement, comment ça se passait? Alors à ce moment-là, ça commençait déjà à être difficile parce que ça faisait 1 an d'essai naturel. Entre-temps, lui, son frère était tombé, enfin son frère, du coup, c'est la femme de son frère est tombée enceinte très rapidement, en 1 mois de temps. C'est vrai que moi, mal vécu en plus toutes ces grossesses autour de moi, que ce soit mes amis, enfin, j'avais pas de je le montrais pas, mais c'était très dur et les gens le voyaient, mais Mmh, je le montrais pas que je vivais très mal cette période-là. Hem, donc ça a été, dès ce moment-là, ça a commencé effectivement à avoir quelques tensions, dans notre couple parce que, lui est quelqu'un de très positif. Donc en fait, il acceptait pas trop mes moments de doute et de crainte. Pour lui, on allait y arriver quoi qu'il arrive. Il fallait pas que je me ouais. désespère tout de suite et il fallait pas, voilà, effectivement, se renseigner ensuite sur Google. Je ne pense pas de toute façon que ce soit quand même une bonne idée. Mieux vaut se rapprocher de Oui, après, professionnels. malheureusement, on le fait toutes. Oui, on le fait Tous. tous, malheureusement. Mais après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû aller plus en parler à des professionnels, plutôt qu'à des enfin de voilà, de lire sur Google, des choses qui sont très factuelles, mais qui correspondent pas à nos problèmes personnels qu'on a Bien tous, sûr. qui sont différents dans la PMA. Ouais. Et lui, de son côté, tous les tests étaient OK? Alors lui, de son côté, quasiment tout, oui, il avait, une petite insuffisance au niveau de, la mobilité, mais Ouais, vraiment toute petite. Je crois que le minimum, c'était 50, il était à 49, donc c'était vraiment rien d'alarmant, le reste, tout était, très bon. d'accord. Et du coup, tu portais la culpabilité? Exactement, ouais, ouais, je portais beaucoup la culpabilité de me dire, que, voilà, ça marchait pas à cause de moi. La culpabilité aussi de,
D'avoir une vie à l'époque, où j'ai un peu profité d'être bonne vivante, de me dire: «Bon, bah, ça se trouve, j'ai fumé, des cigarettes, donc je me suis auto-sabotée pendant des années». Enfin, ça a été très dur du coup, tout ce qui était point de vue santé, de me dire: «J'ai peut-être pas pris soin assez de mon corps, je me suis pas mis aux produits bio». Alors ça faisait, depuis que j'avais arrêté la pilule, j'avais commencé à faire attention aux perturbateurs endocriniens, mais jamais dans ma vie avant. Mmh. Heu, donc c'est vrai que alors ça m'a permis de découvrir effectivement toutes ces choses-là que je connaissais pas, mais c'est vrai que du coup, il y a aussi toute la culpabilité de se dire, «J'ai rien fait durant toute ma jeunesse pour préserver peut-être ma fertilité parce que je ne savais pas» et c'est assez dur. Ouais, si tu l'avais su plus tôt, tu l'aurais fait. Oui, sûrement. Ouais. Mmh. Mais ça, c'est vraiment un vrai, vrai problème. C'est vrai qu'en fait, on découvre tout un peu tout ça, bah, malgré nous, au moment où, on a l'impression en tout cas que c'est trop tard et qu'on ne fait que le culpabiliser de ne pas avoir su tout ça plus tôt, ouais. Exactement, Ouais. exactement. Je trouve ça dommage qu'on soit pas, enfin on commence à Plus l'être de plus en informé, plus ouais. informés, heureusement, mais c'est vrai qu'on c'est dommage que ce soit pas clairement dit tous les impacts que notre vie à côté pourrait avoir sur notre fertilité. Et aujourd'hui, on en parle plus parce qu'effectivement, le nombre de couples en PMA, ça devient effectivement impressionnant. Mais moi, de mon Mmh. côté, enfin, le nombre d'amis qui sont en PMA ou qui sont passés, ils sont nombreux. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a forcément un impact quelque part et qu'il faut aller, faut faire les choses effectivement pour, voilà, pour essayer d'avoir un corps en meilleure santé, préserver sa fertilité surtout. Mmh. Ouais, tout à fait. À cette époque-là, vous aviez déjà en fait, tu avais déjà des proches, ou des amis, en PMA? Tu connaissais déjà en fait le parcours, ce que ça impliquait? Alors non, j'avais pas d'amis proches à l'époque qui étaient en PMA. Je savais ce que ça impliquait parce que, j'ai une amie, qui est du coup homosexuelle, mais c'est pas le même parcours, de PMA qu'on vivait. Elle a eu son enfant, je suis très contente pour elle du coup. Ouais. Et Mmh. mais c'était pas du tout le même parcours, mais je savais ce que ça impliquait parce qu'on en parlait aussi, mais j'étais pas préparée non plus à ça, au niveau psychologique. Je savais ce que ça impliquait au niveau, médical, mais je me doutais pas que ça pouvait avoir un impact aussi fort, sur, sa vie de tous les jours, sur son couple, sur, sa manière de d'agir, de penser. Moi, ça c'est devenu une obsession à un moment donné et c'est vrai que ça a été très, très dur psychologiquement à tenir le coup. Ouais et du coup, donc après cette hystérosalpingographie, Ouais. le gynécologue t'a tout de suite parlé de PMA? Alors oui, il m'en a tout de suite parlé, il m'a parlé tout de suite de FIV, D'accord, pas d'insémination. Il m'a dit: on va passer à la FIV tout de suite parce que, on n'a pas trop le temps». d'accord. Donc il m'a dit, «Je te» alors on a fait les examens en août, ça faisait 1 an que j'avais arrêté ma pilule. Il m'a dit: «Je te laisse encore quelques mois, 2-3 mois pour, voilà, préparer à l'idée, monter ton dossier, aller voir, les anesthésistes et cetera. Essayer en attendant toujours naturellement». Et on fait ça fin d'année, donc c'était, 2019. OK. Est-ce qu'il vous a proposé, oui, à tous les 2 ou à toi au moins, un accompagnement psychologique? Alors il m'en a parlé, c'est vrai que moi sur le coup, je pensais pas, forcément à ça. Je me disais: «Je vais tenir le coup», je me pensais un petit peu plus forte que ça. Et en fait, je j'en ai pas forcément, retenu l'information. Enfin c'est pas quelque chose sur le coup où je me suis dit, Ouais, j'étais encore un peu pleine d'espoir avec, la le enfin avec la FIV, je me disais: «Ça va, voilà, ça va marcher, on a une vraie solution». Je m'attendais pas à toute l'année que j'allais passer après donc c'est vrai que j'avais encore beaucoup d'espoir. ouais, c'était la réponse en fait et comme ça vient, de la sphère médicale, on a tendance à se dire que c'est la solution, quoi. Exactement, Ouais, OK, exactement. Et d'accord. donc on prépare le dossier et arrive le mois d'octobre. Octobre, donc avec mes règles qui n'étaient pas du tout, qui arrivaient à des moments alors qu'elles devaient pas du tout arriver maintenant. Mmh. J'ai des saignements et 2-3 jours après, une grosse douleur. Je vais voir mon gynéco, je me pose pas trop la question sur ce que c'est, je sais juste que j'ai mal, je vais le voir et il me fait des examens et j'avais même pas vu d'ailleurs sur la prise de sang, mais il demande, une prise de sang pour, savoir si je suis enceinte et il m'appelle et il me dit: «Elsa, voilà, tu es enceinte».
D'accord. Heu, Sauf que comme je saignais et que j'ai une douleur, il m'a prévenue tout de suite. Il m'a dit: «Je veux pas, que tu prennes cette information pour l'instant comme une bonne nouvelle, voilà, malheureusement, tu as tous les symptômes d'une fausse couche, donc c'est très récent, tu es enceinte depuis 2 semaines, donc c'est vraiment très, très récent, voilà, normalement, ça devrait s'évacuer, mais on va refaire une prise de sang dans 48 heures pour voir si, le taux augmente, mais ah, ne te fais pas trop d'espoir parce qu'effectivement, tu as tous les symptômes, qui disent que, tu vas pas poursuivre cette grossesse». Mais tu comment tu as vécu ça? Ça a été très, très dur aussi pareil parce que ça fait 1 an qu'on attend de tomber enceinte, qu'on nous fait passer, 2 mois avant, voilà, une panel d'examens qui vous dit qu'en plus, ça va être très, très compliqué et là je tombe enceinte et en plus, je le perds. Ça a été, sur le moment, ça a été vraiment très douloureux. Je me suis Ouais, dit: «La vie est injuste». Je me suis dit: «C'est pas juste, je peux pas, et faire un avortement et maintenant une fausse couche». Enfin, je me suis dit: «C'est trop». mmh, Heu et du coup, j'ai refait ma prise de sang 48 heures après. Le taux, va commencer à chuter donc voilà, de toute façon, au vu des symptômes, j'avais continué que pendant 48 heures à perdre beaucoup de sang donc je me faisais pas trop d'espoir non plus. ouais, D'essayer même si, on s'en fait toujours un tout petit peu, je me ouais, disais: ça c'est sûr. «Peut-être que c'est juste des saignements du début, peut-être que c'était juste une douleur», mais bon, c'était des saignements quand même assez importants donc je me doutais que c'était voilà, qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas. Ouais. Donc quand j'ai reçu les résultats, voilà, ça a mis un peu de temps à se digérer et c'est là où avec mon conjoint, ça a commencé, beaucoup à battre de l'aile. C'est que lui, il a pas du tout vécu de la même manière. Il me disait: «Mais Elsa, tu savais même pas que tu étais enceinte, on te l'a appris, on t'a dit tout de suite que tu allais sûrement pas poursuivre la grossesse, enfin, il faut pas te mettre dans des états comme ça» et j'ai pleuré moi pendant 3 jours non-stop, dans mon lit, Ouais. j'arrivais pas à sortir du lit, j'étais en train de pleurer, toute la journée, toute la nuit. Et c'est là où on a commencé à plus trop se comprendre. Lui, il était là: «Écoute, ça va aller, regarde, ça marche». Lui, il prenait ça justement en: «Regarde, ça marche, Ouais. ne prends ça bien, même si ça tient pas». Mais c'est impossible à entendre quand on est en train de faire une fausse couche pour une femme. C'est les paroles généralement maladroites qu'on entend des personnes qui veulent vous réconforter, mais qui font, malheureusement tout l'inverse. Ouais. De quoi tu aurais eu besoin, en fait, à ce moment-là? Comment tu aurais aimé qu'ils réagissent? Simplement en fait, qu'il soit présent et que j'aurais limite aimé qu'ils disent rien, juste on se fait un câlin, on dit: «Ça ira» et voilà, ça ira, on va se battre ensemble, on est ensemble, quoi qu'il arrive, voilà, ce moment est En dur, fait, qu'il accueille ta peine et qu'il la repousse pas, en fait? exactement, exactement. Je me suis sentie beaucoup culpabilisée en fait de Ouais. pleurer, de pas être bien, de pas remonter la pente, tout de suite. Moi j'ai tendance à quand il m'arrivait une mauvaise nouvelle, je l'évacue, je pleure le moment que ça dure et après, voilà, après on est en paix et on avance. Mais j'ai besoin de ce moment-là. J'avais besoin de ce moment où j'évacue un peu ma peine parce que j'ai pas envie qu'elle reste coincée justement. Et lui, il le vivait pas du tout comme ça. Lui, c'est quelqu'un, qui montre pas ses sentiments, donc qui est très positif tout le temps et les moments où moi j'étais, pas bien, c'est des moments où il savait pas trop comment réagir. Je le blâme pas du tout, hein, c'est vrai que c'est compliqué, quand on est en couple, c'est pour ça que, moi je regrette qu'on se soit pas fait suivre ou au moins qu'on n'ait pas eu, des conseils peut-être un peu plus poussés sur tout ça, sur comment le vivre en couple parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on peut, vraiment avoir des disputes. En plus, à des moments où c'est pas bon de se disputer, on Mmh. devrait être soudés. C'est vraiment pas le moment mais parce que les sentiments sont à fleur de peau, c'est des moments où on est bouleversé, on réagit mal, des 2 côtés. Donc c'est vrai que ça a été, le 1er moment où ça a été très dur entre nous, c'était, au moment de cette fausse couche parce qu'on l'a pas du tout vécu de la même manière. Pour lui, c'était plus, limite un signe d'espoir, Ouais. que voilà, ça pouvait marcher, qu'il fallait pas que je le prenne comme ça, qu'il fallait que j'avance, que j'avais eu, la «chance» entre guillemets de pas le perdre à 2 3 mois. Il voyait que le positif en fait et moi j'étais là à voir que le négatif, sur le moment T en étant là: «Laisse-moi tranquille, je suis en train d'évacuer, Mmh. c'est déjà très difficile, on en reparlera mais pas là tout de suite» et lui il était, effectivement très, direct tout de suite, mais moi j'avais besoin d'un certain temps, pour encaisser. Est-ce que ça, tu as réussi à lui exprimer sur le moment? Non, pas sur le moment justement. Vous étiez en froid, en fait, enfin, c'était trop opposé, en fait, les 2 façons de voir Oui, les choses? c'était ça et c'était très dans l'émotion, donc forcément les discussions tournaient pas comme il fallait. On était sur le moment, très bouleversés, moi surtout, donc les discussions,
ça menait pas à grand-chose malheureusement, mais c'était sur des moments où on aurait peut-être juste eu besoin de se prendre dans les bras justement et voilà Mmh. et Ouais. juste se soutenir parce que c'est quand même des moments assez difficiles. Ouais. Heu et je pense qu'on n'est pas préparé, c'est vrai, en tant que couple, si on n'a pas de suivi psychologique à savoir, par quoi on va passer. Parce que la fausse couche, moi, je m'y attendais pas du tout. Un mois avant, on me dit: «Tu Bah, vas ouais. passer par une FIV parce que ça va être compliqué». À aucun moment, je m'attendais à faire une fausse couche. Donc c'est vrai que, c'est très perturbant sur le moment. On se prépare à une FIV, on se prépare à tout ça et finalement, c'est une fausse couche qu'on obtient. Donc c'est très psychologiquement, d'un coup, c'est des, ascenseurs émotionnels assez importants quand même. Ouais, c'est très déstabilisant, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. OK et bah, du coup, comment ça s'est enchaîné? Alors ça s'est enchaîné que du coup on annule la FIV parce qu'il fallait que mon corps se remette quand même un petit peu. Ouais, du coup, en plus, ça fait que repousser le protocole, donc ça aussi à Exactement. avaler? Donc on annule tout, on annule tout en octobre, hein, il nous dit: «Écoutez, on reprend ça en janvier-février». Janvier-février, ça commençait à m'arriver depuis, juillet 2019. J'ai encore, une aménorrhée, donc plus de règles pendant 1 ou 2 mois, heu, Ouais, qui veut dire que parfois j'ovule pas. Et donc là, on attend, que ça revienne. On me met sous traitement pour un peu, rebooster tout ça et le confinement arrive. Donc donc le confinement arrive, donc tout est reporté encore une fois. Donc on se dit que, bah, on va essayer naturellement en attendant. De toute façon, voilà, on sait jamais. ouais, Donc on essaye naturellement. Bon, le confinement, c'est encore un petit coup dur à porter, sur tout ça. Moi, ça me commençait à vraiment m'obnubiler, à être, dans mon esprit, quasiment H24. J'ai commencé à ce moment-là à me renseigner justement, à découvrir ton compte, à découvrir des comptes, comme Tata Gracie qui sont très drôles sur l'humour, porter la mmh, PMA et un petit peu plus en rigoler. J'ai commencé à ce moment-là à essayer de sortir de ma bulle, depuis la fausse couche, depuis, tout ce que j'avais appris au niveau des examens, les FIV qui venaient pas parce que, voilà, confinement, problème d'aménorrhée. Donc du coup, j'ai commencé à partir du premier confinement à prendre un peu plus soin de moi, ouais, à me renseigner un peu plus sur, les autres côtés de la PMA et le côté un peu plus justement centré sur soi, arriver à voilà, faire de ce parcours finalement quelque chose de positif pour soi. Et ouais, ça a commencé vraiment, véritablement à me sortir la tête de l'eau d'accord, et du coup, j'ai pris, le confinement, pour un mal pour un bien, comme on dit. d'accord. Et est-ce qu'avec le recul, du coup, quelques mois après cette fausse couche, est-ce que tu avais réussi à, à voir les choses comme ton compagnon? C'est-à-dire comme quelque chose malgré tout de positif et qui te montrait que tu pouvais tomber enceinte naturellement? Non, j'ai eu du mal à le prendre comme ça, j'ai eu du mal à le prendre comme ça parce que du coup, sachant que ma réserve ovarienne était mauvaise, voilà, ils m'ont dit: «Vous avez peut-être des ovaires de mauvaise enfin, des ovules, pardon, de mauvaise qualité». Ouais, C'est pour ça que ça s'accroche pas. Donc c'est vrai que du coup, ça m'a enfin, je gardais espoir, hein. Moi, je gardais espoir, mais je me disais: «Mince, c'est peut-être pas bon non plus». Alors oui, il y a fécondation, mais est-ce que ça tiendra aussi pour la prochaine? Bon, là, je sais pas pourquoi la fausse couche, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas envisagé. J'avais envisagé que ce soit difficile de tomber enceinte, mais pour moi, comme on avait avorté, il avait tenu, c'était vraiment quelque chose, que j'avais même pas envisagé. Donc bien c'est vrai sûr. que moi, ça m'a rajouté juste une petite peur supplémentaire de me dire: «Bon, OK, il faut féconder, mais il faut aussi que ça s'accroche». Ouais, je comprends, ouais. Donc ça a été plus finalement, un stress supplémentaire. Ouais, Mais après le confinement, effectivement, enfin pendant le premier confinement, bah, c'est là où j'ai créé aussi ma marque de béton, où je me suis occupée, où j'ai beaucoup commencé à lire sur les bienfaits de la naturopathie, sur le yoga, sur comment un petit peu se recentrer sur soi. Ça a été une période où de toute façon on n'avait pas trop le choix. mmh, Donc ça a été, pour moi assez salvateur ce confinement, là sur ça parce qu'en plus là j'ai commencé à avoir un peu le positif en me disant: «De toute façon, tu ne peux plus rien faire, donc voilà, il va falloir l'accepter et maintenant il va falloir vraiment accepter tout ça et aller de l'avant». Ça m'a vraiment ouvert les yeux et permis de me recentrer sur moi et de faire beaucoup de plus de choses, voilà, au niveau de la naturopathie, de tout ce qui pouvait être bon pour son corps.
Mmh, OK, et du coup, tu as décidé de te faire accompagner ou c'était vraiment, par toi-même? Alors là, j'avais décidé de vouloir, me faire accompagner. J'ai commencé à voir, un sophrologue. Mmh mh. Depuis la rentrée, là, je vois un psychologue aussi. J'ai commencé à me renseigner, pas tout de suite aller voir les gens, mais à me renseigner justement sur les bienfaits de tout ça, de la psychologie. J'ai suivi beaucoup de comptes Instagram qui parlaient de, bah, comme le tien, hein, de la Mmh. PMA, d'avoir un petit peu des posts avec formule magique pour Mmh mh. s'aider, qui aident beaucoup d'ailleurs. Moi, je reprends beaucoup ce genre de posts Instagram, ça m'aide beaucoup. Ouais, Et là, depuis, oui, quelques mois, je vois un psychologue pour essayer un petit peu d'évacuer tout ça, parce que maintenant, il y a plus de PMA pour moi, étant célibataire, mais je reste quand même infertile, donc c'est vrai qu'il faut voilà, ça bouleverse aussi quand même beaucoup de choses dans ma vie célibataire, de me dire, enfin, il va falloir maintenant l'annoncer à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose que j'ai découvert avec mon premier conjoint, où on est ensemble en couple dans la PMA. C'est rare maintenant d'avoir des discours de femmes célibataires qui sont seules, infertiles, mais qui attendent quand même de vouloir quelqu'un pour reconstruire une famille. Mais comment l'annoncer? Comment en parler? C'est c'est il y une a autre étape, ouais. c'est une autre étape, ouais. Ouais, ouais, quand le couple, vole en éclats là-dessus, après c'est une autre étape de se reconstruire toute seule et voilà, de se reconstruire avec, voilà, avec ce différend qu'on a. Ouais, et après le confinement, est-ce que vous avez quand même tenté une FIV? Oui, on a réussi à la tenter en juillet. On a retenté, en juillet, donc comme, j'avais très peu d'ovocytes, j'en avais 3-4 dans l'ovaire gauche qui me restait. Donc déjà, il y en avait très peu à ponctionner, quand il m'avait fait les échos. Et en fait, donc bah, il m'a mis, sous piqûre. Un bon traitement, assez puissant, j'avais 3 Ouais. piqûres à faire par jour. Donc c'était assez puissant et on n'a pas réussi à avoir un seul ovocyte mature. Donc ça a été un gros coup dur aussi. 0, il m'a dit: «Voilà, je suis désolé, il y a rien, tu pourras pas te faire fonctionner». D'accord. On a quand même fait une insémination, parce que voilà, on a fait les piqûres, donc il m'a dit: «Tu as quand même un ovule, qui va sortir, donc bon, on va quand même essayer». Mais ça a rien donné, donc et on est partis en vacances et c'est en rentrant de vacances qu'on s'est séparés. D'accord. Donc ça a été notre unique tentative, vraiment. OK, et pour toi, c'est vraiment lié à la PMA, cette séparation? Beaucoup. Il y avait des problèmes, en fait, ça a révélé beaucoup de nos caractères, en dehors. C'est-à-dire que, la manière de réagir aux choses, la manière de se comprendre. Après, du coup, ça a lié beaucoup de disputes parce qu'on était pas pareil. Moi, par exemple, je voulais, je voyageais beaucoup avant tout ça, et c'est vrai que j'ai mis en parenthèse les voyages parce que je passais en priorité, la PMA. C'est-à-dire que si un mois, il fallait qu'on puisse tenter la FIV, c'était, voilà, je programmais pas de vacances parce qu'on savait pas quand on pouvait tenter la FIV, et moi, c'était ma priorité. Donc je Ouais. préférais me priver de vacances, que de louper un mois où, j'aurais pu faire une FIV. Et lui était pas du tout dans cette optique-là. Pour lui, c'était, il faut qu'on profite de la vie, voilà, on va pas s'empêcher de vivre pour ça va nous bouffer. Donc c'est vrai que ça a révélé aussi plein de priorités qu'on avait, et moi, mine de rien, c'était quand même une priorité. Alors peut-être un peu trop de mon côté, et lui peut-être un peu moins, du sien. En tout cas, de passer par là et de savoir de tout ce qu'implique la PMA, parce que, voilà, c'est pas comme faire un enfant naturellement où justement vous êtes en voyage, vous pouvez pas voyager 6 mois avant, 6 mois après avec, le syndrome Zika. Mmh. Donc ça implique aussi plein de choses d'être en PMA. Voilà, il y a les rendez-vous tout le temps à être chez le gynéco. On peut pas prévoir quand on est, sous piqûre, des choses importantes. On peut se faire ponctionner à n'importe quel moment. Enfin, ça bloque quand même un planning et un couple, sur, quelques mois, et il faut être prêt à le vouloir. Ouais. Est-ce qu'il s'impliquait dans justement tout le protocole? Est-ce qu'il était présent au rendez-vous? Est-ce qu'il faisait les Oui, injections? oui, il était présent au rendez-vous, ouais, ouais, il était présent au rendez-vous. Il m'accompagnait, lors des rendez-vous. Alors pas tous, parce que lui, il avait un métier où il travaillait pas à côté de Paris, mais dès qu'il était disponible, il venait. Il après il se renseignait pas beaucoup parce que je pense qu'il y avait aussi peut-être le côté de se voiler la face et de vraiment me dire, «Ça marchera». Lui, il voulait pas savoir, Ouais. tellement. Je pense que voilà, pour lui, ça allait marcher, et je pense que ça a été très dur pour lui aussi,
Et je pense qu'on l'a vécu vraiment différemment. Lui, il avait vraiment envie d'y croire et de surtout pas se mettre dans les mauvaises ondes. Heu Ouais. et moi, j'avais l'impression d'être quand même un petit peu plus réaliste parce qu'on m'a souvent parlé du don d'ovocytes et qu'on a commencé à m'y préparer. À un moment donné, je suis allée voir un autre gynéco pour avoir un deuxième avis. Il m'a dit, lui, clairement, moi, bah, voilà, avec tout ton parcours, ça sera, on essaye une FIV et si ça marche pas, si tu donnes rien non plus encore à la deuxième stimulation, t'arrêtes tout et c'est don d'ovocytes. Donc on m'avait déjà commencé à m'en parler. Donc c'est vrai que moi je voyais pas le côté positif, mais plutôt réaliste aussi de la chose. Je commençais à accepter le fait que j'aurais sûrement besoin d'un don d'ovocytes, encore plus aujourd'hui, sachant que je suis célibataire et que voilà, il va me falloir quand même un peu de temps pour me reconstruire après cette séparation. Donc du coup, je suis pas sûre de pouvoir avoir un enfant naturellement dans 1, 2, 3 ans. Ouais. Donc je me prépare vraiment à l'idée de. Et lui, il voulait pas en entendre parler. Il voulait pas en entendre parler. C'était on va y arriver. Mais moi, j'avais aussi le côté réaliste où ok, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on Mmh. fait? Ouais. Donc ça a créé beaucoup de disputes, voilà, où on n'était pas prêt. On n'était pas prêt à certaines discussions ou peut-être pas seul. Peut-être qu'on aurait dû justement, voilà, pour de grosses discussions comme ça sur le don d'ovocytes, c'est quand même. Ouais. Enfin, ça bouleverse un couple, une idée de la famille. Il faut. C'est des discussions peut-être qui méritent d'être accompagnées par des professionnels quand on vous en parle pour la première fois. Oui. Oui et puis quand il y a des visions, aussi opposées, on va dire, je pense que c'est bien aussi d'avoir une sorte de médiateur pour que chacun ait une vision un petit peu plus objective de la situation de l'autre, en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est quand on est, chacun dans sa vision des choses et qu'on veut pas forcément en sortir, c'est pas quelqu'un a raison et l'autre a tort, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est très Mmh. compliqué en fait d'entendre l'autre, dans ses émotions, dans ses peurs, dans ses ouais, dans ses croyances, quand c'est vraiment l'opposé des tiennes, en fait et c'est vrai que ça peut bloquer une relation et des échanges, alors que peut-être qu'en faisant intervenir quelqu'un d'extérieur et d'objectif, heu, ça aurait pu, oui, peut-être, décristalliser un peu les discussions, quoi. Exactement, ouais, parce que je le blâme pas en plus de d'avoir réagi comme il a réagi, parce que c'est vrai que c'est de toute façon, très dur, que ce soit pour l'homme ou la femme, hein. Quand on a un désir d'enfant, c'est vrai que c'est pas la femme qui souffre le plus forcément psychologiquement de ça. Un homme peut être aussi très impacté, mais on a vraiment des manières différentes de le montrer. On vit pas la même chose en PMA qu'on soit un homme ou une femme, que ce soit au niveau des examens, sûrement le côté hormonal aussi qui joue beaucoup quand on est mis sous piqûre, parfois. Enfin, les rendez-vous, à courir à droite à gauche. C'est vrai que on vit pas forcément la même chose et du coup, on n'est pas. Je trouve qu'on n'est pas assez préparé, en tout cas, à ce que ça peut impliquer dans le couple aussi, tous ces, toutes ces annonces, ces rendez-vous. Quand c'est des bonnes nouvelles, c'est bien, mais quand on n'enchaîne que des mauvaises nouvelles comme nous pendant un an, à chaque fois qu'on essayait quelque chose, il y avait soit le confinement, soit une repousse de FIV, soit quand on l'a fait, il y a rien. Enfin, c'était que des mauvaises nouvelles pendant un an d'essai et c'est vrai que il peut y avoir en plus un des deux qui s'enfonce comme moi qui à un moment donné était très, très négative là-dessus. Et c'est dur à porter aussi pour l'autre conjoint. Donc c'est vrai que on mériterait d'être un petit peu plus épaulé quand survient des mauvaises nouvelles comme ça, ouais. Ouais, clairement, ouais. Mmh. Et justement, si tu avais quelque chose à changer, dans votre parcours, qu'est-ce que tu changerais? Et bah, je changerais de me concentrer sur moi beaucoup plus tôt. Parce que, depuis qu'on s'est séparés, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dessus étant seule, depuis, 4 mois maintenant. Donc ça m'a permis aussi de beaucoup, beaucoup me recentrer sur moi, d'apprécier ma vie sans être maman aussi. Parce que j'avais l'impression que j'aimerais jamais ma vie si j'étais pas une femme, voilà, une mère. Heu, mais on est des femmes avant tout et on a le droit d'aimer notre vie même si on n'arrive pas à être maman tout de suite et on a le droit d'en profiter, on a le droit de prendre soin de nous, et je trouve qu'aujourd'hui c'est important et Ouais, je me serais sûrement plus concentrée voilà, découvrir, des comptes, qui m'aident à avoir le côté un peu plus positif de tout ça et c'est vrai qu'il y en a parce que moi j'aurais jamais pris autant soin de ma santé que depuis, ce parcours. ouais,
Donc au final, c'est un mal pour un bien. Voilà, on passe par des épreuves qui parfois sont nécessaires aussi pour ouvrir les yeux sur des choses sur lesquelles on n'aurait peut-être jamais ouvert les yeux. Et moi, même si aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de projet bébé parce que forcément, étant seule, c'est un peu plus compliqué. Euh, en tout cas, là, c'est pas mon envie que j'ai de le faire toute seule. Donc du coup, c'est vrai que ça me permet vraiment d'avoir une période où je vais me concentrer sur moi et c'est très bien. C'est très Ouais. bien. J'aurais dû le faire effectivement plus tôt, voir un psychologue plus tôt. Ça m'aide beaucoup. C'est une psychologue qui est spécialisée dans la PMA, donc justement qui aide à accepter que j'aurais sûrement besoin d'un don d'ovocytes, que ça n'empêche pas l'espoir d'un miracle, mais qu'il faut pas non plus vivre sur le miracle et que si voilà, si c'est le diagnostic qu'on me donne, il faut aussi l'accepter et me dire qu'un jour, voilà, ça, j'aurai soit pas d'enfant et ça sera très bien parce que je serai aussi une femme très épanouie avec autre chose, ou peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui sera prêt à passer par là parce qu'on est fou amoureux et voilà, qu'un petit bébé naîtra. Ouais, ouais. Tu arrives vraiment en fait, à envisager une vie sans enfant en étant, apaisée avec cette idée? J'essaye, j'y suis pas encore à 100%, mais c'est vrai que la psychologue aussi, on en parle beaucoup et étant quelqu'un quand même de très dynamique, j'ai de la chance d'être aussi très bien entourée. Je suis relativement comblée déjà dans ma vie, sans enfant. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir, voilà, un très bel entourage, un métier qui me plaît. Bon, le Covid effectivement n'aide pas en ce moment à profiter des moments présents. C'est un peu plus compliqué, mais Heu, j'espère quand même, au fond de moi que je pourrais rencontrer quelqu'un ou que voilà, ça pourra se faire même par un don. Je m'imagine pas non plus à 100 sans enfant, mais je me dis que, si la vie le décide ainsi, voilà, il faut arriver à vivre quand même, épanouie et heureuse. Ce serait bête Ouais, de tout gâcher si, je suis pas prête moi à faire un enfant toute seule par contre. Surtout si ça devait être un double don, en fait. ouais, C'est ça qui me perturberait le plus, ça c'est une chose, c'est ma limite, en fait. Genre, ouais, je pense que j'aurais été capable de faire un enfant toute seule si j'avais eu juste à faire un don de gamètes. Si je dois passer par le double don, c'est ma limite. Ça c'est quelque chose que malheureusement j'arrive pas à envisager. Heu, mmh, donc pour moi, c'est soit avec un conjoint et un don, d'ovocytes, soit pas d'enfant. ouais, Donc c'est une idée que je commence à faire mûrir parce que j'ai eu le temps de me poser différents scénarios et c'est vrai que j'envisage pas de faire un enfant toute seule en double don. Je trouve que c'est beaucoup. ouais, Hem, pour moi, ce serait trop dur à assumer. Donc voilà, je me laisse le temps parce que je suis encore jeune, j'ai 33 ans, donc la vie peut m'offrir encore des très belles surprises d'ici là. Donc j'essaye plus de voir maintenant effectivement le côté positif, de me mmh, dire sans ce parcours, voilà, j'aurais peut-être pas pris soin de moi, peut-être que mon ex-conjoint n'était pas la personne qu'il me fallait pour vivre un parcours comme ça, peut-être que justement ça a révélé des caractères très différents sur la manière de voir les choses. Heu, Peut-être que moi j'avais besoin de temps pour moi aussi et apprendre, voilà, plus, des choses en lien avec la naturopathie, pardon, mmh, et de pouvoir, prendre plus soin de moi. ouais, mmh, et est-ce que vous en aviez parlé autour de vous pendant que vous étiez dans le parcours? Oui, 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 on en avait parlé autour de nous. C'est vrai que les gens qui étaient autour de nous, eux, c'était plus de mon côté, qu'ils étaient en PMA. Mais quand on a parlé avec ses amis à lui, de son côté, non, personne ne connaissait ça. Donc c'est vrai que parfois les conseils allaient souvent dans son sens, un peu maladroit: «Arrête d'y penser, ça va Mmh, venir tout seul, partez en vacances», ce genre de phrases qu'on déteste entendre, quand on est en PMA. Heu, donc voilà, c'était un peu dur parce que du coup, ça menait aussi à des disputes après. ouais. Tu t'es sentie un peu seule en fait, Beaucoup, dans tout ce parcours? beaucoup. Je me suis sentie, très jugée parce que j'étais pas positive et ils avaient raison là-dessus, mais du coup, ça en fait, c'était un cercle vicieux. Du coup, comme je me sentais jugée, ça me rendait encore moins positive. Je me disais: «Bon, bah, tout est de ta faute. Au final, non seulement tu es vraiment infertile et en plus, comme tu y penses tout le temps et pas bien, tu dois te bloquer». Donc j'étais vraiment, puisque les gens te le disent, ils te le disent tous, donc du coup, heu
Mais c'est vrai que voilà, j'ai une période où j'étais pas heureuse. J'étais clairement pas heureuse, donc ça me tournait dans la tête tout le temps. Je me faisais que des mauvais scénarios parce que j'avais que des mauvaises nouvelles. Heu et c'est vrai que ça tournait dans ma tête et aujourd'hui, je suis beaucoup mieux, heu, d'avoir accepté et d'être un peu sortie de cette spirale infernale. Ouais. Oui, ça te fait du bien aussi d'avoir, mis en pause, en fait, toute cette, pression, cette charge mentale et cette culpabilité au final. Exactement et je pense que faire une pause parfois, c'est quand on enchaîne en tout cas les mauvaises nouvelles, c'est aussi parfois nécessaire de faire une pause de voilà, quelques temps selon les personnes, hein. Il y a pas de temps à juger, mais c'est vrai que parfois quand on est trop dans la spirale infernale, heu, quand on s'est séparés au début, moi je lui ai dit: «On peut peut-être faire une pause de simplement de PMA, Ouais, et déjà voir si on arrive à à se remettre, un peu, voilà, dans une vie plus normale, on va dire, que tout, tourne autour de ça et les rendez-vous et cetera et tout le temps pressé parce que comme on m'avait dit à MH faible, il faut aller vite. Heu, mais parfois une pause, c'est nécessaire aussi et on l'a pas prise finalement, on l'a prise, chacun de notre côté, mais au final, moi, ça m'est très, très bénéfique de voilà, de penser à moi que comme je te dis, d'aller voir un psychologue, de pouvoir en parler, mais plus détendu avec un spécialiste, d'arrêter d'en faire un un sujet quotidien, un sujet de mes soirées, un sujet avec mes copines, voilà, maintenant j'arrive à rigoler, à parler de choses beaucoup plus détendues, voilà, donc c'est vrai que ça fait du bien. ouais. Et est-ce que tu penses que, le fait que les médecins aient pu être un peu alarmistes a accentué, ta culpabilité et le fait que, bah, voilà, tu peut-être le côté obsessionnel de ce parcours? Alors non, je lui en veux pas parce que mon gynécologue était vraiment très positif, mais il était très encourageant. En fait, quand il m'a dit, il m'a dit: «On peut faire vite, mais c'est toi qui vois». Au début, il m'a laissé quand même quelques mois. Il m'a dit: «Écoute, le temps de monter ton dossier, ça veut pas dire que tu y arriveras pas». Il était quand même très positif, même naturellement, comme j'étais tombée enceinte l'année d'avant, il m'a dit: «Voilà, ça veut rien dire, on peut tu n'es pas non plus, infertile, enfin stérile, il y a voilà, il y a encore des choses à faire et même quand c'était compliqué, il m'a dit: «Elsa, tu as peut-être une chance sur 10 d'y arriver, mais on va aller la chercher cette chance, je vous laisserai pas tomber». Donc c'est vrai que lui, il était plutôt, voilà, en se disant: «On va tenter des choses et on va y arriver». J'ai rencontré un autre gynéco qui était beaucoup plus alarmiste et là, qui m'a fait beaucoup plus mal au cœur, qui lui était, voilà, il m'a parlé du don d'ovocytes, tout de suite, il a été très pessimiste, il a été, voilà, en me disant: «On va pas faire grand chose parce que de toute façon c'est qu'à perdu» et là, ça a été beaucoup plus dur à entendre. Et ça, est-ce que tu dirais que justement ce médecin que tu as vu qu'une fois par rapport à ton gynécologue qui te suivait, est-ce que c'est plus les paroles de ce médecin que tu as retenues finalement et qui t'ont peut-être mis une pression supplémentaire? Oui, ouais, ouais, ça m'a mis une petite pression supplémentaire, exactement. Mais, en même temps, voilà, je me suis dit: s'il faut que je passe par le don, il faut aussi à un moment donné l'accepter». C'est quelque chose qu'il faut, on peut pas se faire, des piqûres non plus ad ternam et vitam en espérant d'avoir un ovocyte qui sorte. C'est quand même dangereux pour la santé, c'est pas des actes anodins. Les hormones qu'on prend, surtout quand on les prend, voilà, à dose, que je prenais. Ouais. Donc il y a une certaine conscience aussi à avoir de se dire qu'on va pas tenter, 5-6 fois des piqûres d'hormones pour espérer, s'il y a rien qui vient, s'il y a rien qui vient. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'aménorrhées, j'en ai eu, beaucoup là depuis même qu'on est séparés, c'est enfin ça fait au moins 1 an et demi que mes cycles sont complètement irréguliers. Je peux ne pas avoir mes règles pendant 3-4 mois. C'est quand même des signes de préménopause assez précoces, que j'ai même, voilà, je le sens sur mon corps, donc j'essaye de prendre soin vraiment de ma fertilité, de la préserver le plus possible que je pourrais en voilà, en mangeant bio, en faisant attention aux perturbateurs endocriniens, en prenant soin de mon corps. Mais c'est vrai qu'il faut aussi se rendre, à compte des choses et accepter la réalité, donc je suis dans un entre-deux. Je garde l'espoir qu'un miracle peut toujours arriver, mais qu'il faut aussi accepter la réalité, donc quand il m'a dit ça, ça a été dur sur le coup, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire d'avoir plusieurs avis et de savoir que voilà, ils sont tous d'accord pour dire que, ça serait un miracle. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller
aux personnes qui nous écoutent, et qui vivent, un parcours PMA ou qui vont commencer un parcours ou en tout cas qui sont dans cette attente, ce projet bébé? Heu, Quel serait ton conseil, en fait? Si toutefois on peut donner des conseils, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors j'essaierai de leur dire déjà en couple de, beaucoup discuter, de se réserver des moments à 2 loin de tout ça, d'essayer en tout cas même si c'est une journée, un petit week-end, voilà, de pouvoir essayer de s'évader entre les périodes de FIV ou d'insémination, voilà, de pouvoir, s'accorder beaucoup de temps à 2, parce que c'est un parcours, je pense, soit qui rapproche, soit qui peut beaucoup éloigner, donc il faut pas se laisser abattre. Je conseillerais aussi de suivre des comptes comme le tien qui aident beaucoup, Merci. qui aident beaucoup à prendre ça de manière, positive, qui aident à se concentrer sur soi, à prendre soin de son corps. Voilà, se dire qu'il y a plein de choses d'autres à faire aussi pour préserver sa fertilité aujourd'hui et qu'il est jamais de toute façon trop tard, pour faire ces choses-là. Mmh. Au contraire, c'est toujours bien de le découvrir. Et puis d'essayer d'être au maximum entouré de personnes bienveillantes, que ce soit des professionnels ou des amis. Heu, voilà, d'avoir des gens, qui peuvent vous comprendre, qui vous sortent pas des phrases bateau, voilà, qui essayent, un petit peu plus d'être dans la compréhension, mais que ce soit à la fois les amis ou aussi les professionnels. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un très bon gynéco qui était, voilà, quand même, très à l'écoute et qui était très bon, très rapide, voilà, ça a pas traîné, il a vraiment, tout fait pour que ça marche, même si ça n'a pas marché, mais en tout cas, il a essayé vraiment son possible, voilà, d'être bien entouré, ça aide beaucoup. Je suis d'accord. Mmh. Et pour finir, est-ce que tu serais en mesure de trouver une chose pour laquelle tu as de la gratitude, en fait, dans ce parcours? Bah, j'ai de la gratitude parce que vraiment ça m'a appris beaucoup de choses sur comment prendre soin de soi et moi qui étais pas du tout renseignée sur tous les bienfaits que pouvait avoir, la santé, en fait, de prendre soin de son corps et de prendre soin de soi, je suis vraiment très contente, si je puis dire, d'être passée par là pour que ça m'a fait réaliser, voilà, que prendre soin de soi, c'était aussi, s'accorder du temps et puis finalement être mieux dans sa vie et mieux avec les autres aussi et de pouvoir être, beaucoup plus généreuse aussi enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand j'ai commencé à me tourner vers toutes ces manières douces, on va dire, d'appréhender, sa santé et c'est vrai que j'en suis très reconnaissante d'avoir pu un peu plus, voilà, évoluer, me recentrer sur moi. Mmh. OK. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Eh ben, écoute, que que je rencontre un jour quelqu'un et puis qu'on puisse arriver tous les 2 à reprendre peut-être ce parcours de manière beaucoup plus sereine qu'il aura été la première fois, avec beaucoup plus de recul sur les choses, en ayant appris beaucoup plus et voilà, j'ai pas peur de l'avenir. Je sais que quoi qu'il en soit, la vie sera belle parce que, elle passe par de multitudes de choses et donc voilà, j'espère ça tout de même et puis on verra si la vie veut bien me l'offrir, sinon elle m'offrira d'autres belles choses aussi. Exactement. Elle peut avoir plein de couleurs et elles peuvent, toutes être très belles. Exactement, Mmh. c'est ça aussi pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude, c'est de me rendre compte que, voilà, on peut être épanoui par, beaucoup de manières et même si on n'est pas mère, on peut être aussi, heureuse et c'est important de le souligner pour, celles qui malheureusement, ont l'impression qu'elles pourront jamais y arriver. On peut être heureuse aussi de bien des manières, même si l'annonce est dure, hein, mais on peut aussi, s'épanouir, parce que la vie est quand même belle. Ouais, c'est une parfaite conclusion. Bravo à toi d'en être arrivé là, même si, ça ça a impliqué pas mal de choses qui peuvent paraître négatives ou en tout cas, voilà, qui sont des épreuves dans la vie. Mais finalement, c'est beau d'en être arrivé là et d'avoir, je te sens vraiment apaisée finalement et plus sereine avec, une un beau recul en fait sur tout ça donc je te souhaite, plein de belles choses et de t'épanouir en tout cas et d'être heureuse dans ta vie, quoi que ça implique. Eh bah, merci beaucoup Mélanie, c'est très gentil. En tout cas, merci pour ton écoute et j'espère que ça aidera aussi des gens voilà, à prendre soin de soi et puis essayer de prendre ce parcours avec un petit peu plus de recul pour continuer à apprécier la vie.
J'en suis sûre. Belle journée, Elsa. Merci, belle journée à toi. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en taguant le compte Serendipity le podcast. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, vous pouvez m'écrire sur mon site www.melanie-esnar.com ou via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Enfin, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez écrire un commentaire et mettre des étoiles sur votre appli de podcast préféré. C'est la meilleure manière de donner de la visibilité au podcast. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans 15 jours.